La nuit où mon père m'a dit « Hazel, c'est trop risqué. Quelque chose en moi s'est brisé. » Je me souviens, debout dans son salon, tenant entre ses mains tout mon avenir, soigneusement rangé dans un classeur. Projection, prototype, premier client. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'a pas lu une seule ligne. Il n'a même pas fait semblant d'y réfléchir. J'avais juste besoin de 50 000 $ pour lancer la start-up que j'avais bâtie pendant des années, dans l'ombre des rêves des autres. Mais il a tout arrêté d'une seule phrase. Avec une telle désinvolture, comme s'il époussetait sa chemise. Je suis parti, essayant de me convaincre que je ne serais pas blessé avant 2 mois, quand la vérité m'a transpercé plus profondément que n'importe quel refus. Le même homme qui avait qualifié mon idée de risquée. Il venait d'envoyer 970 000 $ à ma petite sœur pour réaliser son rêve, pour sa vie de luxe, pour tout ce que je n'ai jamais pu espérer. Avant, je croyais que le favoritisme était quelque chose de subtil. Des petites choses, des instants fugaces, de petites différences que les gens imaginaient ou exagéraient. Mais chez moi, le favoritisme était flagrant. C'était une lumière crue qui me aveuglait, qui a marqué chaque année de mon enfance. Ma petite sœur, Aubrey, était le soleil. Et moi, j'étais un astre insignifiant, perdu dans l'ombre du système solaire. Je me souviens, à 12 ans, tenant un prospectus pour un camp scientifique d'été. Le cœur battant, je suis allé voir mon père. « Papa, tu crois que je peux y aller ? Ils enseignent la robotique. Regarde le programme. » Il l'a parcouru du regard pendant 2 secondes. « Hazel, ça coûte 900 $. Complètement inutile. Tu peux apprendre tout ça en ligne. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas être blessé. 3 semaines plus tard, Aubrey était accepté à un atelier d'art visuel à New York, à 15 000 $. Je l'ai entendu. Maman a fait irruption dans la cuisine. « Oh mon Dieu, Daniel. Notre fille est là. Il faut l'inscrire. C'est une chance unique. » Papa Harry, les torses bombés de fierté. Bien sûr qu'on l'envoie. Elle a besoin d'opportunités. C'est drôle. J'en avais besoin aussi. Juste pas assez, je suppose. Tout au long du lycée, le schéma est resté le même. Non, il s'est amplifié. Je voulais un ordinateur portable d'occasion pour les concours de programmation. Aubrey a eu un MacBook flambant neuf pour ses travaux créatifs. Je voulais participer à un programme de mentorat. Aubrey a eu un voyage tout frais payé en France pour s'inspirer de la mode. Quand j'évoquais discrètement un désir, on me répétait les mêmes choses comme des miettes. Tu es independente. Tu es responsable. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu sais te débrouiller. À 14 ans, je ne savais pas si c'était un compliment ou une mise à l'écart. Mais le souvenir qui me marque le plus profondément remonte à mes 16 ans. J'ai demandé timidement, presque à voix basse, une voiture d'occasion. Pas une voiture de luxe, juste quelque chose pour éviter de marcher 3 kilomètres jusqu'à l'école sous la chaleur texane. Papa n'a pas levé les yeux de son magazine de sport. Tout va bien. Tu es forte. Tu peux prendre le bus. Je le croyais. Je l'ai toujours cru. 3 mois plus tard, Aubrey a eu 16 ans. Ce soir-là, notre jardin brillait comme une guirlande lumineuse de mariage, une tente blanche, la musique à plein volume des enceintes louées, les voisins qui remplissaient l'espace comme pour un festival. Et puis, ils ont dévoilé la surprise, une Lexus flambant neuve. Aubrey a hurlé comme si elle avait gagné au loto. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi. C'est ce qu'on fait quand on vit dans une maison où les applaudissements sont obligatoires, même pour sa propre gomme. Maman l'a serré fort dans ses bras. « Tu mérites le monde, ma chérie. » Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, non pas méchamment, mais d'un ton désinvolte. « Hazel, tiens bien ton assiette. Tu verses. » C'était ma place dans la famille. Stable, outillé, négligé. Je ne le savais pas encore, mais ces années étaient en train de forger quelque chose en moi. Une résilience silencieuse, une colère enfouie et une vérité prête à exploser dès que je demanderais enfin quelque chose à moi. À 26 ans, je pensais être enfin sorti de l'ombre d'Aubrey. J'avais un diplôme, un bon travail et un prototype que je développais depuis 2 ans après de longues journées de travail et des dîners bon marché. Pour la première fois de ma vie, je croyais avoir quelque chose que mon père ne pourrait ignorer. Alors, je suis rentré chez moi avec un classeur rempli de prévisions, de premiers échanges avec les clients et d'une démonstration du produit, peaufiné dans les moindres détails. J'ai répété dans ma chambre de motel jusqu'à ce que ma voix se brise. J'imaginais mon père penché en avant, curieux pour une fois. Fier, peut-être, un tout petit peu. J'aurais dû m'en douter. Dès mon arrivée, mon père a à peine jeté un coup d'œil au classeur. « Finissons-en », a-t-il dit. Il s'est installé dans son fauteuil préféré, celui qu'Aubrey lui avait offert 2 Noëls auparavant, celui dont il s'était vanté auprès de tout le monde. J'ai allumé mon ordinateur portable,
branché le prototype, pris une grande inspiration et je me suis lancé. Buildforge automatise les rapports pour les entreprises de construction de taille moyenne. Pour l'instant, 8 entreprises ont manifesté leur intérêt. Voici les revenus prévus. Papa levait la main. L'intérêt, ce n'est pas de l'argent, Hazel. Je sais, mais avec 50 000 $, je peux lancer la version bêta, augmenter la capacité des serveurs et te virer de ton boulot, m'a-t-il interrompu. Son ton laissait entendre que dire « démissionne » signifiait « jette ta vie du haut d'une falaise ». Maman est entrée avec du thé. Elle a posé une tasse devant lui, puis une devant moi, mais pas trop près du classeur, comme si elle risquait de se salir sur la table. « Hazel, pourquoi es-tu si pressée » a-t-elle demandé doucement. « Tu as un revenu stable. N'est-ce pas suffisant ?» J'ai senti une angoisse monter. Il n'y a pas d'urgence. Je travaille sur ce projet depuis des années. J'ai juste besoin d'un investissement. Papa a ricané. Un investissement? Hazel. C'est du jeu. 50 000 $, ce n'est pas rien. J'ai dégluti. Je sais. C'est pour ça que je te montre les chiffres, les contrats, le prototype. Papa, ça plaît aux gens. Finalement, il s'est adossé, a expiré bruyamment et m'a lancé le regard que je redoutais. Celui qui avait déjà pris sa décision avant même que je franchisse la porte. Hazel, a-t-il dit. C'est trop risqué. Laisse tomber. Comme ça. 3 mots, aucune question, aucune curiosité, aucun effort. Tu as lu le plan? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Hazel, a dit maman en posant une main sur son épaule. Ton père sait ce qu'il fait. Parfois, le choix le plus pragmatique est le bon. Hazel. Je les ai fixés du regard. Ces deux-là qui n'avaient jamais hésité à dépenser sans compter pour satisfaire les caprices d'Aubrey, ses phases photo, ses phases design, ses phases tout. J'ai rangé mon ordinateur portable. Papa n'a pas levé les yeux. Maman m'a embrassé sur la joue et a dit « On veut juste que tu sois en sécurité. » En sécurité? J'avais entendu ce mot toute ma vie. En sécurité signifiait petit. En sécurité signifiait calme. En sécurité signifiait qu'on ne me choisirait jamais. En sortant de la maison, le dossier serré contre ma poitrine, la vérité m'a frappé si fort que j'ai failli chanceler. Ils n'avaient pas rejeté mon idée. Ils avaient rejeté l'idée que je puisse un jour valoir la peine d'investir en moi. 2 mois après que mon père ait abandonné mon projet, je m'étais enfin convaincu d'aller de l'avant. J'ai cessé de ressasser ces mots. J'ai cessé de fixer mon plan d'affaires en me demandant en quoi ils ne croyaient pas en moi. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, du moins c'est ce que je croyais. C'est arrivé un mardi soir, alors que je déboguais un bout de code récalcitrant. J'étais épuisé, affamé et tellement plongé dans le chaos des startups que je ne me souvenais même plus de la lumière du jour. Soudain, mon téléphone s'est allumé. Maman, ai-je failli ne pas répondre, mais sa voix, trop claire, trop haletante, m'a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Hazel, tu ne vas pas croire la nouvelle. Elle a ri comme si elle attendait ce moment depuis des jours. Aubrey lance sa propre marque, une entreprise de médias spécialisée dans le luxe. Incroyable, non? Je me suis figé, les doigts suspendus. Au-dessus du clavier. Aubrey, ai-je répété lentement. Oui, elle a toujours été créative. Et elle dit qu'elle se sent enfin prête. On l'aide. Ton père surtout. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Aider. Ce mot avait toujours un prix. Comment? À quel point? Ai-je demandé. Mais Amanda Hazait. Puis elle a baissé la voix comme pour partager un secret. Eh bien, ton père a décidé d'investir. 970 000 $. Un silence pesant. J'ai failli rire. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois, l'incrédulité est comme une suffocation. Maman, ai-je dit d'une voix neutre. Tu plaisantes. Je suis sérieuse. Il veut qu'elle démarre en force. Elle a une vision, Hazel. Il lui faut la bonne image, une BMW pour le branding, un studio entièrement rénové, des consultants en marketing, une stratégie de relations publiques. J'ai cessé d'écouter. Mon père, l'homme qui ne pouvait pas se permettre de faire des économies. 50 000 $ pour ma société sans même avoir rien lu, et il venait de donner près d'1 million de dollars à votre petit Aubrey pour son image, son style, ses tenues, son esthétique et son contenu soigneusement sélectionné. J'avais la gorge en feu. Hazel, demanda maman. Tu es là? Oui, répondis-je doucement. Je suis là. Et c'est formidable, non? Insista-t-elle. Ta sœur poursuit enfin son rêve. Mon rêve était enfermé dans un classeur qu'il refusait d'ouvrir. Celui d'Aubrey se manifestait par des sacs cadeaux, du champagne et des stories Instagram. Bien sûr, dis-je machinalement. Formidable. Quand j'ai raccroché,
Le silence dans mon appartement me paraissait plus lourd que mon propre corps. Je me suis effondré sur le sol, le téléphone encore chaud dans ma main. Je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère m'aurait brûlé. C'était froid, tranchant, clinique. Une clarté que je n'avais jamais connue auparavant m'a transpercé. Il ne pensait pas que j'échouerais. Il ne pensait pas que je réussirais. La réussite signifiait l'indépendance. L'indépendance signifiait la distance. Et la distance signifiait perdre le contrôle de moi-même. Aubrey, il pouvait la façonner, la protéger, la mettre en valeur, la sauver de tous les mauvais choix. Mais moi, il s'attendait à ce que je me débrouille toute seule. Toujours. La vérité s'est déposée comme du givre sur du verre. Si je voulais un avenir, je devais le construire de mes propres mains. Non pas qu'il ne puisse pas m'aider, mais parce qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et quelque chose en moi, quelque chose de petit, de silencieux et de las d'attendre, a fini par craquer. Très bien. Si je suis vraiment seule, alors je construirai tout sans vous. Le lendemain de l'appel de maman, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas répété les mots 970 000 $ encore et encore comme une personne normale l'aurait probablement fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti mon compte épargne et j'ai regardé le nombre d'années que j'avais travaillé pour gagner cela. 38 4 12 76 $. C'était tous mes heures supplémentaires. Tous mes week-ends passés à coder. Tous mes jours de congé que j'ai encaissés au lieu de les laisser partir. Tous mes anniversaires que j'ai fêtés seul parce que je n'avais pas les moyens de me payer un billet d'avion pour rentrer chez moi. Ce n'était pas suffisant, mais c'était à moi. Et pour une fois, j'ai décidé que c'était une raison suffisante pour parier sur moi-même. 2 semaines plus tard, je suis entré dans une agence bancaire beige et impersonnelle et j'ai fait ce que toute personne angoissée par l'argent redoute le plus. J'ai hypothéqué ma maison. Le conseiller financier m'a tendu les papiers. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela, mademoiselle A? Sans aucun doute. Oui, j'en suis sûr. La peur me tenaillait, mais cette fois, c'était différent. Plus nette, plus vive, elle était mienne, pas celle que mon père m'avait inculquée. L'argent de l'emprunt en poche, j'ai loué un petit bureau dans un bâtiment industriel qui semblait avoir survécu à l'apocalypse et qui doutait de sa capacité à survivre une année de plus. Les murs étaient tachés. La fenêtre vibrait au moindre coup de vent. Le radiateur semblait implorer une retraite anticipée. Mais pour moi, c'était le berceau de quelque chose de concret. J'ai affiché 2 offres d'emploi, des annonces bon marché, le genre qu'on publie quand on ne peut pas garantir la stabilité à long terme. 2 personnes ont répondu. Léo, un jeune développeur de logiciels. Cheveux en bataille, intelligence discrète et une ferveur qui me rappelait qui j'étais. Maya, une ancienne réceptionniste capable de convaincre n'importe qui et assez courageuse pour diriger une petite ville. Nous étions assis ensemble à une table cabossée dans une friperie. Le premier matin. Pas de salle de réunion luxueuse, pas de budget déco, juste 3 personnes et un rêve qui tenait à peine, à force d'espoir et de boîte à emporter. Léo me regarda, nerveus mais déterminé. Alors, par où on commence? J'expirai, sentant une douce chaleur m'envahir. La confiance, quelque chose que ma famille ne m'avait jamais offert. On va commencer, dis-je, par faire taire tous ceux qui ont douté de nous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit 18 heures par jour. Nous nous sommes nourris de nouilles instantanées, de pizza à $1 et d'adrénaline pure. Nous avons cassé des choses, les avons réparées, les avons cassées à nouveau. Nous nous sommes disputés. Nous avons ri. Et surtout, j'ai pleuré. À 15 heures, discrètement dans la salle de bain pour ne pas avoir l'air faible. Mais chaque jour, nous avons persévéré. Et même si nous ne nous en rendions pas compte. À ce moment-là, nous foncions droit dans la tempête qui allait presque nous anéantir. La tempête qui allait définir tout ce qui allait suivre. Car construire quelque chose seul est courageux. Mais se battre pour le maintenir en vie. C'est là que commence la vraie guerre. Les 3 mois suivants nous ont presque écrasés. Chaque jour était comme escalader une falaise de verre, saignant à chaque pas, mais s'accrochant désespérément. Une minute, l'application fonctionnait, la suivante, elle explosait en 50 erreurs incompréhensibles. Nous avons corrigé des bugs jusqu'à l'aube, démarché des clients jusqu'à ce que nos voix nous lâchent, attendant des emails qui n'arrivaient jamais. À un moment donné, il ne nous restait que 917 $ sur le compte de l'entreprise. J'ai fixé ce chiffre pendant 10 minutes, sentant quelque chose se défaire lentement en moi. Léo était assis en face de moi, les coudes sur la table. Hazel, trouve une solution. On y arrive toujours. Maya a posé un sandwich bon marché devant moi. Tu dois manger, a-t-elle insisté. Tu ne peux pas diriger si tu es inconsciente. J'ai essayé de sourire, mais mon sourire était forcé. Diriger, ce n'était pas possible. Ce n'était pas glamour.
Ce n'était ni des discours de motivation, ni des réunions de direction prestigieuses. C'était pleurer dans la salle de bain à 3 heures du matin parce que l'application avait planté pour la 6e fois en 24 heures, et qu'on ne savait pas si on aurait de quoi payer le loyer le mois prochain. Mais démissionner, c'était comme donner raison à mon père. Comme si chaque remarque désobligeante de mon enfance était devenue une prophétie. Puis vint le moment, l'étincelle dont nous avions désespérément besoin. C'était un jeudi matin froid. Je fixais ma boîte mail d'un air absent quand un nouveau message apparut. Intéressé par un projet pilote de 12 mois pour votre plateforme d'automatisation? Denver Ridge Construction. J'ai relu l'objet 5 fois. Un projet pilote de 12 mois. Notre premier vrai contrat. Devrais revenus. Une chance de souffler. La voix tremblante, j'ai crié. Léo, Maya, venez tout de suite. Ils se sont précipités, pensant qu'il y avait un problème. J'ai retourné l'ordinateur portable pour qu'ils puissent lire l'écran eux-mêmes. Maya a eu le souffle coupé et s'est couverte la bouche. Jamais de la vie. Pas pour de vrai. Léo cligna rapidement des yeux. On hallucine. Je laissai échapper un vrai rire cette fois, un rire brisé et essoufflé. Non, on l'a fait. On l'a vraiment fait. Il n'y avait ni champagne, ni dîner raffiné, juste nous trois, assis par terre dans le bureau poussiéreux, à manger des pizzas achetées dans un supermarché discount et à pleurer comme des idiots. Pour la première fois depuis des mois, le monde me paraissait moins lourd, moins insurmontable. Mais même si la joie emplissait la pièce, une petite voix en moi sentait quelque chose bouger au loin, une secousse dans une faille que je croyais avoir déjà franchie. Car tandis que Bildeforge prenait enfin son envol, l'empire du luxe d'Aubray commençait à suffoquer, et les conséquences se profilaient à l'horizon. 3 semaines après la signature de notre premier contrat, Bildeforge semblait enfin stable. Pas prospère, pas florissante, mais vivante. Vivre, c'était déjà bien. Puis, un soir, alors que je terminais une réunion de lancement à Denver, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 5 appels, 7 messages, tous de mes parents. J'ai eu un mauvais pressentiment. Les parents n'appellent pas autant de fois, sauf si quelqu'un est décédé ou quelque chose comme ça. J'ai décroché à la 8e sonnerie. Hazel. La voix de maman était fluette, tremblante, rien à voir avec le ton joyeux qu'elle employait lorsqu'elle se vantait d'eux. Aubrey. Il faut qu'on parle. Mon cœur s'est emballé. Que s'est-il passé? Un bruissement s'est fait entendre. Puis la voix de papa s'est brisée, basse, tendue et étrangement furieuse. Ils prennent la maison. J'ai cligné des yeux. Hein? La banque. Papa a sifflé. L'entreprise d'Aubray. Ses dépenses. On était complices de la signature. Maintenant, tout s'écroule. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil de bureau. Ils étaient complices de la signature. Bien sûr. Tout pour leur enfant chéri. Mais Amanda interrompu. Sa voix s'est brisée. On a besoin de ton aide. Hazel, s'il te plaît. Si tu pouvais envoyer 150 000 $, on pourrait régler une partie de la dette le temps de se stabiliser. 150 000 $? J'ai failli perdre mon téléphone. Maman, ai-je murmuré. Je n'ai pas autant d'argent. Papa a reniflé. Vraiment reniflé. Ne t'inquiète pas. Tu as des contrats commerciaux. Tu peux faire un prêt si besoin. J'ai serré les dents. Papa, je viens d'hypothéquer ma maison pour construire. Le commerce. Je ne peux pas. Eh bien, vends-le alors. Il m'interrompit, brutalement. Tu es jeune. Tu t'en remettras. Je sentis mon souffle se couper. Vendre ma maison. La maison sur laquelle j'avais misé tout mon avenir. La maison qu'ils avaient refusé de m'aider à acquérir. Papa, dis-je lentement. Cet appartement faisait survivre mon entreprise. C'est tout ce que j'ai. Un silence glacial s'installa. Puis papa lâcha les mots qui me blessèrent plus profondément que n'importe quel souvenir d'enfance. Tu te choisis toi-même plutôt que ta famille. Je fermai les yeux, luttant contre la douleur lancinante. Je choisis la justice, dis-je doucement. Que je n'ai jamais eue. Maman eut un petit cri, blessée comme si elle ne m'avait pas fait souffrir pendant des années sans s'en rendre compte. Papa grommela avec ingratitude. Les mêmes mots qu'il réservait à quiconque refusait de se soumettre à ses exigences. J'avalai ma salive avec difficulté. Papa, je ne vends pas ma maison. Je ne peux pas. Pendant un instant, personne ne respira. Puis maman murmura. Hazel, on est en train de tout perdre. J'ai eu le cœur serré, car une partie de moi tenait encore à eux, aspirait encore à la version d'eux que j'aurais aimé avoir en grandissant. Mais tenir à eux ne signifiait pas me sacrifier. Je suis désolé, ai-je dit. Sincerement. Mais je ne vais pas détruire ce que j'ai construit. J'ai raccroché avant que leur culpabilité ne me ronge. La semaine suivante, les appels n'ont pas cessé. SMS, messages vocaux, même Aubray envoyait des pavés de justification.
Tu es la seule à pouvoir arranger ça. Tu nous dois quelque chose. Arrête d'être égoïste. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Le jour où ils ont débarqué chez moi. C'était un samedi après-midi caniculaire quand la sonnette s'est mise à retentir comme si quelqu'un essayait de la casser. Au début, j'ai cru à une livraison ratée. Puis elle a sonné encore et encore, de plus en plus fort. Je me suis essuyé les mains avec un torchon et j'ai ouvert la porte. Toute ma bande a fait irruption. Papa, raide comme un piquet. Maman, pâle et épuisée. Aubrey, les bras croisés, avec des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle vivait encore son rêve d'influenceuse. Avant que je puisse dire un mot, papa m'a bousculé. Il faut qu'on parle. Sans un mot, sans prévenir, juste une justification qui a déferlé dans mon salon comme si elle était chez elle. Maman s'est affalée sur le canapé. Tremblant. Aubrey a jeté son sac de marque sur la table basse comme si elle attendait que quelqu'un d'autre le ramasse. J'ai refermé la porte doucement. Mon cœur, lui, battait la chamade. Je suis resté planté en face d'eux, appuyé contre le mur, les bras croisés, la distance comme un bouclier. Papa a commencé. Tu sais. Que se passe-t-il? Nous sommes endettés. Gravement. La banque agit vite. Je n'ai rien dit. Il s'est penché en avant. Tu es en mesure de nous sauver. Voilà. C'était clair comme de l'eau de roche. Hazel. Mais amène a supply. Tu l'as fait. Nous sommes au bord du gouffre. S'il te plaît, aide-nous. Aubrey a levé les yeux au ciel avec emphase. Ce ne serait pas si grave si tu n'étais pas aussi dramatique. Tu gagnes bien ta vie. Vends cette maison, tout simplement. J'ai ri doucement, sèchement, sans humour. Vends ma maison. Papa a hoché la tête une fois. Oui. Utilise l'argent pour rembourser nos dettes. C'est la moindre des choses pour cette famille. La moindre des choses, ai-je répété. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais parce que la pression se relâchait enfin. Aubrey a sifflé. Oh mon Dieu, Hazel, arrête de faire comme si tu avais traversé une période si difficile. Tout va bien. Tu retombes toujours sur tes pattes. Je l'ai fixé du regard. Aubrey, tu as dilapidé près d'1 million de dollars. Elle a relevé le menton. J'avais besoin d'une image de marque. Non, j'ai dit que tu avais besoin de rendre des comptes. Papa a frappé du poing sur la table basse. Ça suffit. Nous croyons en son rêve. Nous l'avons soutenu. C'est ce que font les familles. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Et toi, quand as-tu soutenu le mien? Silence peasant accusateur. J'ai fait un pas en avant, la voix assurée, mais tremblante sous le poids d'années de souffrance refoulée. Quand j'avais 12 ans, j'ai demandé à aller à un stage de robotique. Tu as dit que c'était trop cher. 3 semaines plus tard, tu as envoyé Aubrey à un stage d'art à 15 000 $. Aubrey Hurricane. Ça n'a rien à voir, a murmuré maman. Hazel, c'était il y a des années. Je l'ai interrompu. Quand j'ai intégré un programme de mentorat, tu as dit que je n'en avais pas besoin. Mais Aubrey cherchait l'inspiration en France, et comme par magie, tu as trouvé l'argent. La mâchoire de papa s'est crispée. C'était différent. Explique-moi la différence, ai-je exigé. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai continué. J'avais gardé ça pour moi trop longtemps. Quand j'ai demandé 50 000 $ après des années de travail, après avoir prouvé que des clients attendaient, après avoir construit un prototype, tu as dit que c'était trop risqué. As-tu seulement lu une seule page de mon plan? Une seule. Maman essuya ses larmes. On essayait juste de te protéger. Me protéger? J.A.R.I. De quel succès? Aubrey a murmur. Tu es égoïste. Je me suis tourné vers elle. Non, j'ai passé ma vie à être le plan B. Celui sur qui on peut compter. Celui qui se débrouille sans aide. Tu as toujours été l'urgence, la fille, l'investissement en or. La voix de papa s'est brisée sous le poids d'années d'orgueil obstiné. Hazel, on est en train de tout perdre. S'il te plaît. Ce « s'il te plaît » a failli me faire craquer. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'hypothèque, des nuits où j'ai pleuré en silence dans les toilettes du bureau. Du classeur que papa n'a jamais ouvert. Des 970 000 $ qu'ils ont jetés dans l'imagination d'Aubrey sans sourciller, et quelque chose en moi s'est mis en place. Solide, incassable. Non, ai-je dit doucement. Aubrey bondit sur ses pieds. Espèce de garce sans cœur. Je ne bronchais pas. Non, répétais-je. J'en ai assez de payer pour des erreurs que je n'ai pas commises. J'en ai assez d'être votre filet de sécurité. Et je ne vendrai jamais ma maison pour réparer les conséquences de vos choix. Papa se leva, le visage rouge. Tu vas le regretter. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, l'ouvris et m'écartai. Non, dis-je doucement. Pour la première fois de ma vie, je ne viens pas. Ils me fixèrent, blessé, en colère, choqué, mais je restai immobile. Lentement,
Raides, ils sortirent de chez moi. Maman se retourna une dernière fois, ses yeux implorant une version de moi que j'avais enfin enfouie au plus profond de moi. Puis je fermai la porte. Doucement, fermement, et pour la première fois, je me sentis libre. Les premiers jours après l'affrontement, mon appartement me parut étrangement silencieux. Pas paisible, juste silencieux comme un champ de bataille après la retraite de tous. Le sol encore agité, l'air encore vibrant d'une colère persistante. Leur absence résonnait plus fort que leur présence ne l'avait jamais fait. Pas de conversation, pas de culpabilité, pas de coup à la porte, juste le silence. Et étrangement, ce silence ne me faisait pas aussi mal que je le craignais. C'était comme si quelqu'un avait enfin dénoué une corde qui m'étranglait depuis l'enfance. Un mois plus tard environ, les nouvelles commencèrent à arriver au compte-gouttes. Un voisin de ma ville natale m'envoya un message. « La maison de tes parents est à vendre. » Un autre message arriva d'un ancien camarade de classe. « Est-ce vrai qu'Aubrey a emménagé avec son petit ami? Elle a supprimé les pages de son entreprise. » Apparemment, cette façade luxueuse ne pouvait survivre sans l'argent qui la faisait vivre. La BMW avait été saisie. Le studio avait été vidé. La soi-disant image de marque s'était évaporée dès l'instant où la notoriété lui avait coûté plus cher qu'elle ne pouvait se le permettre. Et mes parents, papa, avaient puisé dans son fonds de retraite. Maman passait plus de temps à l'église qu'à la maison. Leur assurance s'était muée en quelque chose de plus humble, de plus humain. Mais rien de tout cela ne me satisfaisait. Je ne ressentais pas de vengeance. Ni même de colère. Juste de la distance. Une distance pure et nécessaire. Alors que leur monde s'écroulait, le mien commençait à s'épanouir, discrètement mais sûrement. Buildforge décrocha de nouveaux contrats à long terme. Léo et Maya m'ont fait la surprise d'une petite fête. Des muffins du supermarché et une carte où il était écrit « Merci de croire en nous ». C'est drôle, non? J'avais passé ma vie à prier pour que quelqu'un croie en moi. Finalement, il ne me manquait que 2 inconnus et moi-même. Grâce à ces nouveaux revenus, j'ai emménagé dans un petit appartement à Palo Alto. Il y avait un petit jardin, rien d'extraordinaire, mais chaque matin, je m'asseyais sur les quelques marches en bois, je buvais mon café et j'écoutais le bruissement des feuilles. Pas de cris, pas de culpabilité, pas besoin de marcher sur des œufs. La paix, j'ai appris, ne s'annonce pas en fanfare. Elle arrive doucement, comme la lumière du soleil qui filtre à travers les persiennes avant même qu'on soit assez éveillé pour y résister. Un soir, en arrosant les plantes, j'ai repensé aux paroles de mon père « Tu le regretteras ». Je les ai laissées tourner en boucle dans mon esprit, les ai laissées me piquer un instant, puis j'ai souri car chaque pas que je faisais pour m'éloigner du chaos hérité me rapprochait de la personne que j'étais destinée à être. Je ne regrettais pas d'avoir dit non. Je regrettais chaque année où j'avais dit oui. Au final, choisir de m'épanouir n'a pas détruit ma famille. Cela n'a fait que révéler les failles qui existaient déjà. Des failles que j'avais passé des années à tenter de colmater par l'obéissance et le sacrifice. Désormais, je ne porte plus ce qui ne m'a jamais appartenu. Je suis maîtresse de ma vie, de mes propres règles, de ma propre liberté, aussi difficile soit-elle.